Bonjour à tous. Alors, on va accueillir Sylvain qui va venir nous parler de sujets SRE et de peut-être son expérience aussi chez ADO. Hop, alors, tchouk, tchouk, tchouk. Hop là, bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Voilà, c'est à toi. Hop, merci. Bon talk. Merci beaucoup. De Alors, rien. on va partager l'écran qui va bien. Du coup, hop. Voilà. Vous me dites, normalement, ça devrait être bon. Là, ok. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la partie. Ça, vous avez vu depuis ce matin comment ça se passait. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans mon talk SRE ou comment je laisse ma prod voyager de ses propres ailes. Donc, je suis Sylvain, je suis Cloud Architect, GCP Architect chez Sphere. Je vous ai mis mon petit handle Twitter si vous souhaitez me pinguer vis-à-vis de la conférence ou d'autres choses. Je tiens à faire un petit disclaimer tout de suite. Il y avait des démos prévues dans ce talk et puis j'ai fait la mise à jour macOS. Donc, ça sera un Rex. Voilà. Sur ce, on va démarrer. Alors, c'est quoi l'histoire de ce talk? En fait, c'est l'histoire que j'ai vécue dans l'application d'un client. En fait, c'était une application interne interne au client, destinée à des utilisateurs du coup internes. On avait à peu près 500 utilisateurs répartis entre l'Europe et l'Asie. Au niveau équipe, pardon. Voilà, une belle photo d'équipe, une équipe assez réduite. On avait 2 PO, un Ops et 2 devs. Et du coup, au niveau de notre cycle de vie, on était sur quelque chose de relativement simple et connu. C'est-à-dire qu'on avait donc les PO qui spécifiaient les besoins en accord avec le métier, qui derrière faisaient le dev et l'implémentation, enfin les devs faisaient l'implémentation des features et le package de l'application. Et derrière, le package était passé aux ops qui déployaient et s'occupaient du maintien en conditions opérationnelles. Voilà, classique de chez classique. À la fin, on est tous comme ça, tout est super génial, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La vérité m'oblige à vous dire qu'en réalité, il y avait une autre étape qui se passait sur une mise en prod sur 3, qui était que les utilisateurs remontaient un bug bloquant, voire une régression dans les 3 heures qui suivaient la mise en prod. Que suite à cette régression, généralement, on était tous en panique. Donc, en réalité, c'était les PO qui étaient en panique et qui essayaient de temporiser les utilisateurs qui comprenaient pas. On avait l'Ops qui était tout de suite, qui déclenchait un rollback à la version d'avant. Et on avait les devs qui soupiraient, qui commençaient à retrousser les manches pour savoir ce qui n'allait pas. Et donc, on finissait tous avec finalement cette tête-là, roulée en boule dans un coin, en train de suer tout ce qu'on pouvait. Ça a apporté plusieurs problèmes. Je ne vais pas vous mentir. L'un des problèmes, c'est qu'on a perdu de la confiance, que ce soit la confiance de nos utilisateurs au niveau de la qualité et de la stabilité de notre produit. On a également beaucoup perdu de confiance au sein même de l'équipe. Il y a commencé à avoir des tensions qui sont créées, des petits chats entre un ou deux membres précis qui se lançaient pour cracher sur un troisième, des recherches de fautes, même clairement. Ah oui, mais on n'aurait pas eu ce problème si on n'avait pas poussé telle chose. C'était pas la meilleure des ambiances pour travailler, on va être honnête. Une autre conséquence, ça a été que le vendredi a été complètement banni du calendrier de déploiement. Donc c'est bien, on avait déjà banni le samedi et le dimanche vu qu'on ne travaillait pas les week-ends, et là on bannissait en plus le vendredi. Donc on n'avait que 4 jours comme créneau pour déployer. Si jamais, en fait, on a fait ça parce que si jamais on déployait le vendredi matin, on ne voulait pas passer tout le vendredi à rattraper un déploiement pété. Autre conséquence, enfin, c'était que manque de bol, on ne pouvait pas toujours esquiver les problèmes le vendredi. Donc, dans le cas où on avait un problème ou un hotfix à déployer, on avait
le trouillomètre de toute l'équipe qui crevait le plafond, l'angoisse, les suées nocturnes, les pleurs, les tremblements, enfin la totale, quoi. Et forcément, comme on était stressé, on faisait encore plus d'erreurs pour essayer de vite répondre à nos utilisateurs, et c'était en fait pire que mieux. Donc ça, c'est pour la situation quand il y avait une erreur. Maintenant, au moment où l'erreur est déclarée, forcément, ben, il y avait un autre problème qui se déclenchait, c'était la dynamique pour le fixe. Cette dynamique, en fait, elle était pareil, elle était assez streamline, hein. C'est-à-dire que déjà, on était obligé d'attendre que l'utilisateur déclare un bug pour savoir qu'il y avait un bug. Donc, c'était l'utilisateur qui venait nous voir et qui nous disait, au fait, il y a un plantage, enfin, ça serait bien de regarder. Et le problème aussi, c'est que, en fait, ces bugs étaient remontés lors du point avec les utilisateurs qu'on faisait une fois par semaine. Ce qui veut dire que si on n'avait pas de bol et que le bug avait été rencontré 6 jours avant, ben, on n'avait pas de log parce que les logs avaient été rotate et ils avaient été complètement supprimés parce que notre application crachait beaucoup de logs. Une fois si on avait les logs derrière, on tentait une reproduction locale, si c'était possible, hein, parce que si le souci concernait la config, la base de données ou l'environnement, on était marron. Et ensuite, ben, classique, on développe le test et on part en prod. Voilà. Sixième étape, c'était que généralement, on demandait la satisfaction de l'utilisateur. Et sur la satisfaction de l'utilisateur, on avait le droit à cette tête-là. Donc ouais, super, génial, cool. Autant vous dire qu'on s'est pris quelques taquets bien sévères, que sur ces taquets, au bout d'un moment, on s'est dit, il y a peut-être un stress, il y a peut-être un truc à faire. Et on a planché, on a réfléchi, on s'est dit, on va tenter la SRE. Donc en fait, la SRE, c'est quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire Site Reliability Engineering, ou dans la langue de Molière, ingénierie de la fiabilité des sites. Et en fait, le mot-clé, c'est vraiment fiabilité. Le principe de base, c'est partie d'un constat, c'est que le PO, en fait, généralement dans une équipe, il va vouloir pousser énormément de changements et de nouvelles features pour garder l'utilisateur engagé dans son application. Donc en fait, c'est du changement continu. L'Ops, à côté, lui, pour toujours garder la satisfaction utilisateur, il va vouloir de la stabilité. Une application qui est disponible tout le temps, qui réagit tout le temps de la même manière. Donc en fait, il veut le moins de changements possible. Résultat, quand on demande au PO et à l'Ops comment faire plaisir à l'utilisateur, ça finissait comme ça, en fait. Donc il y a comme un souci qui est en train de se poser. Et le SRE vient essayer de répondre un peu à ce problème. Donc en fait, le SRE, on peut être considéré comme un outil. Ça peut. Moi, je préfère personnellement le considérer comme une mentalité. C'est un état d'esprit, en fait, dans lequel il faut réussir à switcher plutôt que juste un outil que, voilà, on met cet outil-là et ça va faire toute la magie. Non, c'est une mentalité à adopter. Le SRE, ça pourrait aussi être le rôle d'une personne dédiée dans une équipe. On a l'Ops, on a le PO, on peut aussi avoir le SRE. Même chose, personnellement, je suis du genre à recommander que toute l'équipe doit penser SRE. Toute l'équipe doit penser fiabilité first. Le PO doit y penser au moment où il écrit ses spécifications dans les scénarios de contournement. L'Ops doit y penser au moment où il met en place son monitoring, sur qu'est-ce qu'il doit monitorer, et les devs au moment où il code l'application sur ça peut être intéressant de le loguer, ou ça peut être intéressant d'ajouter une API administrateur dessus. Le SRE, ça peut aussi être un département au sein de votre SI ou de votre entreprise, un département spécifique. Par exemple, Google, ils ont une division SRE. On ne parle pas de la même échelle, hein, les mecs, ils sont quand même plus d'un millier dans cette division. Maintenant, encore une fois, pour moi, c'est plutôt le rôle aussi de chaque team d'être responsable de son propre SRE. Qui mieux que vous pour définir la fiabilité de votre responsabilité. Donc finalement, voilà, en fait le SRE, c'est pas vraiment des règles à suivre. C'est plutôt une sorte d'état de conscience, on va dire. Je vous donne aussi un petit
mantra du SRE, hein, c'est que l'espoir, en fait, n'est pas une stratégie. Espérez le meilleur, mais préparez-vous pour le pire. Donc, c'est littéralement la loi de Murphy. Si quelque chose doit arriver, ça va arriver. Donc, autant s'y préparer. Ça, là, vous êtes normalement en train de vous dire, bon, il est mignon, ça c'est la théorie. Maintenant, en pratique, ça donne quoi? Justement, on va voir comment on applique la SRE dans une équipe, comment on fait en sorte que la SRE soit adoptée au sein d'une équipe. Première chose à faire, c'est que tout est du code. Il faut considérer qu'à partir de maintenant, tout est du code dans votre équipe. Vous faites votre application, forcément c'est du code. Votre infrastructure devient du code. Elle doit être déclarée dans des fichiers et versionnée. Vos documentations, que ce soit documentation utilisateur, documentation API ou autre, ça doit être sous forme de code, avec Markdown, Skidocs, ce qui vous fait plaisir. Même vos spécifications d'un point de vue PO doivent être du code. Une façon de faire, par exemple, c'est de dire, vous écrivez des tests d'acceptance pour chaque nouvelle feature et des tests de non-régression qui viennent décrire en fait votre spécification. Plutôt que faire un ticket Jira avec as a user, I want machin, non, vous venez écrire directement le comportement de la feature comme un test, comme un test d'acceptance. Et ça, vous venez l'intégrer dans votre intégration continue. Comme ça va être joué de manière automatique pour être sûr que vous ne cassez pas un comportement. Autre point également, c'est de réduire les actions manuelles. Une action manuelle, c'est possiblement un facteur d'erreur. Gérard, il s'est levé du mauvais pied cette nuit parce que bébé, il l'a réveillé 4 fois dans la journée. Manque de bol, ça va peut-être vous faire planter votre prod parce qu'il va oublier de déployer un service. Donc, tout ce que vous pouvez automatiser, vous l'automatisez. Ça vous permet également d'avoir de l'historique. Et ça évite, nous on a eu le cas sur l'application où en fait on avait un Bob, l'Ops, qui avait toute la façon de déployer l'application dans sa tête. Puis le Bob il est parti en vacances et il fallait faire une mise en prod. Ça s'est moins bien passé. Donc dès que vous pouvez, vous automatisez. Intégration continue, déploiement d'infra avec Terraform ou Ansible, ce que vous voulez. Mais automatiser au maximum pour que vous puissiez vous abstraire des gens qui travaillent dessus. Également, n'ayez pas peur des risques. Mettez-vous dans un mindset de « et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ?» Si vous avez peur des risques, c'est que c'est un signe déjà que vous commencez à avoir pas trop confiance dans votre application ou dans votre équipe, ou enfin quelque part, quoi. Donc, le fait de ne pas hésiter à prendre des risques, ça vous permet aussi de vous entraîner à gérer du stress. Ça vous permet de dire, tiens, je vais essayer de pousser cette petite feature un peu risquée, mais je vais tout de suite prévoir, du coup, de la cacher derrière un flag, si jamais ça va pas. Comme ça, en fait, vous vous mettez déjà dans un mindset, s'il y a un souci, j'ai un contournement. Vous êtes entraîné pour gérer les problèmes. Soyez pas non plus trop ballsy, hein, voilà, il y a un certain degré à définir. Autre point, faites des post-mortem. Un post-mortem, c'est littéralement un historique d'un incident. Donc un incident, c'est quelque chose qui impacte l'utilisateur. C'est pas forcément un serveur qui est tombé. Hein. Si votre serveur est tombé mais que l'utilisateur l'a pas ressenti, c'est pas forcément un incident. C'est vraiment quelque chose qui impacte l'utilisateur. Un post-mortem, en fait, doit contenir généralement l'historique de l'incident, sa description, qu'est-ce que l'incident a fait, sa root cause. Moi, pour ça, j'ai une technique, c'est la méthode des 5 pourquoi. Ça marche très bien avec les enfants aussi. J'ai mon serveur qui est tombé. Pourquoi est-il tombé? Parce qu'il a été surchargé. Pourquoi a-t-il surchargé? Et ainsi de suite. Vous continuez, vous posez la question 5 fois et vous avez un chemin complet de votre erreur, généralement. Et dans le post-mortem, vous mettez le contournement et les actions que vous allez entreprendre pour ne plus avoir cet incident. Ah, et aussi, les post-mortem, vu que c'est de la doc, c'est du code, vous le versionnez. Et enfin, point le plus important du SRE, c'est que c'est pas une partie de Clue 2. Si voilà, vous avez un incident ou autre, tout le monde s'en fiche de savoir que c'est le colonel Moutarde qui a cassé la salle serveur en allant dans le salon. Par contre, savoir pourquoi la salle serveur n'était pas sécurisée, ça peut aider. En fait, chercher un coupable, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer votre problème, ça ne résout pas votre incident, et pire même, c'est que ça va venir vous cramer du temps que vous auriez pu déployer pour aider votre utilisateur et contourner cet incident. C'est pire que mieux, en fait. Donc, on a choisi le SRE. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur les concepts techniques du SRE.
notamment avec ce qu'on appelle les Service Level Objectives, les SLO. Donc, ce sont des objectifs de fiabilité, une fiabilité minimum à atteindre pour votre application. Ils sont exprimés sur tout ce qui apporte de la valeur à votre application. Donc, si votre application fait de l'ingestion de données, ben, vous allez vous mettre des SLO sur est-ce que votre application est disponible, est-ce que votre donnée est bien ingérée. C'est généralement exprimé en pourcentage de fiabilité sur un laps de temps. Vous entendrez par exemple, mon application est disponible 99,9% sur un mois. Soyez cohérents. Nous, dans notre application, on a eu un souci, c'est que dès qu'on a demandé, on commence à mettre quoi en taux de disponibilité, on a un DPO tout de suite qui a dit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos utilisateurs sont des internes, donc ils ne travaillent pas le week-end. Ensuite, c'est des utilisateurs qui sont en Europe et en Chine, donc en réalité, on partage que 18 heures sur les créneaux de 24. Donc on se retrouvait déjà avec 18 heures sur 24, 5 jours sur 7. Et quand on a fait une petite enquête auprès des utilisateurs, on s'est rendu compte que pour eux, 1 heure d'indispo par semaine, c'était OK, quoi, c'était pas grave. Du coup, on s'adapte là-dessus. Commencez pas à vous mettre des standards trop élevés tout de suite, parce que c'est en faisant ça que vous allez vous coller un stress monstrueux et que vous n'aurez plus confiance à votre application, vous allez passer votre temps à faire du bug fix et que vous n'allez plus sortir de nouvelles features. Je fais un petit aparté, de temps en temps vous entendrez parler de ça en SRE, il s'appelle les Service Level Agreements. C'est un peu comme les SLO, sauf que là, c'est contractuel. C'est-à-dire que vous définissez avec vos utilisateurs une rétribution si jamais vous ne respectez pas vos engagements de fiabilité. Ça peut être, par exemple, si c'est un abonnement, vous remboursez l'abonnement au prorata de la LISPO. C'est pas obligatoire dans le SRE. Typiquement, nous, notre application, c'était une disponibilité d'utilisateurs internes. On n'allait pas en plus les refacturer, les mecs. Donc, on n'a pas mis de SLA. On s'en fiche. Le gros point, enfin, au niveau technique, c'est l'erreur budget. Donc, l'erreur budget, c'est si vous avez votre SLO qui est à 99,9%, le 0,1% restant, c'est votre erreur budget. C'est le taux d'indisponibilité que vous vous accordez, mettons, sur un mois. Savoir que 0,1% sur un mois, c'est 43 minutes d'indisponibilité sur un mois. Ça peut aller très très vite. Dans cette erreur budget, en fait, il commence à être décompté. Vous commencez à le décompter à partir du moment où une erreur apparaît. Pas à partir du moment où l'utilisateur déclare un bug, mais à partir du moment où l'erreur apparaît. Parce que vous pouvez, si ça se trouve, avoir 4 utilisateurs qui ont eu le bug avant et qui ont juste rage quit sans ouvrir d'issue. Et vous arrêtez de le décompter quand les utilisateurs ne rencontrent plus le problème. Donc une stratégie qui est à prendre en compte, c'est pas de fixer tout de suite le problème. C'est au contraire, c'est de le contourner, c'est de le cacher. Votre utilisateur n'arrive pas à se connecter à une base de données, boum, vous montez un backup, vous le redirigez sur le backup, et voilà, pour l'utilisateur, pour lui, il n'a plus le problème. En réalité, votre base de données est toujours down, mais il n'a plus le problème. Et l'erreur budget est à respecter plus que tout. Ça doit être un KPI qui doit devenir aussi important que votre chiffre d'affaires. Vous n'avez plus d'erreur, votre erreur budget est tout petit, voire même est à nul pour le mois. Tant pis, vous ne pouvez plus déployer. Parce qu'il faut bien penser à une chose, c'est que si vos déploiements de features impliquent une indispo, le temps de déploiement compte dans l'erreur budget, puisque pendant ce temps-là, votre utilisateur n'a pas accès à l'application. Du coup, comment faire adopter le SRE dans une team? Maintenant qu'on a vu un peu tous les concepts techniques, il faut réussir à, comme je disais, c'est une mentalité, donc à faire rentrer cette mentalité au sein de votre équipe. On va commencer par le plus facile, on va commencer par les devs. Au niveau des devs, il faut juste réussir à leur faire apprendre que tout doit être automatisé. Vous changez une configuration sur une application, c'est automatisé, c'est versionné. Vous modifiez votre base de données, c'est automatisé, c'est versionné, et ainsi de suite. Il ne doit plus y avoir de petites actions manuelles ou de petites procédures envoyées par mail ou par wiki ou autre. Tout doit être versionné et codé. Pour les ops, c'est un peu plus difficile, mais possible également. Même chose, tout doit être sous forme de code. Et donc, sous forme de code, vous devez tout versionner, vous devez tout faire reviewer par des pairs. Vous faites plus de SSH sur des machines ou de Gcloud ou de AZ sur des instances cloud. Non. Maintenant, vous passez tout par Ansible Terraform et vous laissez faire et vous versionnez avec ça.
plus d'action manuelle. Et on va attaquer le plus difficile à convaincre, les PO, où en fait, eux, il faut réussir à les convaincre que l'erreur budget doit être respectée et n'est pas négociable. Si vous avez cramé 3/4 de votre budget le 2 du mois, bah tant pis. Pas de chance, vous allez vous garder le quart restant juste pour faire du bug fix et les features, elles attendront le mois prochain. Ah ouais, mais elles étaient importantes pour mon utilisateur là-bas dans le content. Non, on s'en fiche. Tant pis. Fallait mieux gérer. Alors, je ne vais pas vous mentir. Nous, quand on a présenté le truc au PO de notre équipe, ça a donné ça au niveau de la tête. Voilà, c'est moyen accepté quand même. Hein. Donc, pour faire passer un peu plus la pilule, dans ce cas-là, j'ai une petite arme secrète pour les PO qui est sympathique. C'est que, en fait, en SRE, on sait que des fois, le process n'est pas forcément en adéquation avec la production. Vous pouvez faire passer des features de manière obligatoire, par exemple, de manière légale avec la RGPD, voire même contextuelle, genre quand il faut arrêter d'aller faire des retraits en magasin parce qu'il y a un Covid qui s'est installé. Dans ce cas-là, on a quelque chose qui s'appelle la balle en argent, donc la silver bullet en SRE. La silver bullet, concrètement, c'est un veto que les PO ont le droit d'utiliser. Ce veto va bypasser complètement le principe d'erreur budget et de SRE. Donc, si un jour un PO doit pousser une feature et qui dit silver bullet, on ne cherche même pas à en comprendre, elle part. Par contre, ça, il faut bien les limiter, les ballons d'argent, et il faut surtout en mettre un nombre très, très, très faible. Parce que ça doit rester quelque chose d'exceptionnel. Et ça doit être limité non pas sur un mois comme les SLO, ou le même temps que les SLO, mais ça doit être limité sur un an complet. Donc, nous, par exemple, on avait mis la silver bullet, à 4 par an, pas plus. Notez aussi que les balles en argent sont limitées à l'ensemble de votre produit. Donc, si votre produit est composé de 5 applications avec une dizaine de PO, les dizaines de PO doivent se partager les balles en argent, pour toute l'année. Donc, à eux de se mettre d'accord sur est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'utiliser ou pas. Et dernier point, c'est que la balle en argent, en fait, doit forcément entraîner un post-mortem, puisque techniquement, la balle en argent, c'est un incident dans votre process. Donc, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de cette balle en argent? Pareil, les mêmes choses que ce qu'on a présenté tout à l'heure avec les post-mortem. Bon, on a choisi le SRE, on a réussi à le faire adopter, c'est super. Maintenant, comment ça se met en place réellement dans notre code? En fait, on va regarder après les SLO ce qu'on appelle les Service Level Indicators, les SLI. Les SLI, en fait, ce sont tous les outils qui vont vous permettre de calculer la fiabilité courante. Vous les définissez en fonction des SLO que vous avez définis avant, forcément. Hein, si vous définissez vos SLO sur la base de données, vous n'allez pas commencer à monitorer un batch qui va juste envoyer des mails. Donc, vous définissez ça en accord avec vos SLO et ça va vous donner votre fiabilité courante à un instant T. Vous avez typiquement, par exemple, les temps de réponse de vos requêtes, le trafic courant, si est-ce qu'il est plus élevé ou moins élevé que la normale, le taux d'erreur que vous envoyez à votre client. Si d'un coup vous vous mettez à faire qu'envoyer des erreurs à un client, il y a peut-être un souci. Et également l'état de vos services, la saturation de vos services. À noter que ça, ce sont des métriques pas forcément techniques. Vous pouvez en avoir, hein, l'état des serveurs, trop de connexion à la base de données. Mais par exemple, en saturation, vous pouvez aussi compter l'état de votre stock en magasin, si vous faites du e-commerce. Si vous n'avez plus de stock, vous n'allez pas vous amuser à, par exemple, une PS5, vous allez faire attention quand même. Ça, voilà. Donc ça, c'était les basiques. Au niveau des indicateurs basiques. On va passer sur des indicateurs un peu plus poussés. Notamment, moi, j'ai une technique pour les choisir. C'est simple, c'est vous vous mettez à la place de votre utilisateur. Vous vous mettez dans ses pantoufles à votre utilisateur. Qu'est-ce qui importe à l'utilisateur? Si vous avez un serveur qui répond, qui a 45% de taux de CPU, ouais, super. Ouais, enfin bon, vos pages front, elles mettent 4 secondes à charger. D'un point de vue Ops, tout va bien, mais d'un point de vue utilisateur, votre appli, c'est Beyrouth, quoi. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples de SLI, notamment avec des SLI. Donc là, par exemple, des SLI dédiés orientés données, tout ce qui est cohérence et persistance de la donnée.
Donc forcément, on va retrouver les classiques, le trafic, le ratio lecture-écriture, la saturation. Est-ce que mon disque est saturé? Est-ce que mon pool de connexion est saturé? Enfin voilà, ça reste du classique. Et on va également trouver les golden records. Alors golden records, c'est très rigolo. En fait, si vous avez une donnée de test, vous savez que quand vous allez l'envoyer à votre API, elle doit se sauvegarder avec tel état dans votre système de persistance. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'envoyer en prod directement, au travers de vos API de production directement. Ça va vous permettre de valider la sauvegarde de la donnée, que vos API sauvegardent bien la donnée. Ça va vous permettre de valider la cohérence de la donnée. Est-ce que vous n'avez pas un champ qui a été zappé au moment de l'enregistrement? Et une fois que votre test est passé, alors que votre test a fini de tourner, pas forcément qu'il soit passé, hein, il peut être passé comme invalide, vous venez dégager la donnée de votre couche de persistance. Donc ça, c'était pour les SLI données. Maintenant, on va voir les SLI orientés web, et notamment applications web. Donc, encore une fois, du classique, les codes retour HTTP, la télémétrie, tout ce qui est analytics, en fait, sur le parcours de votre utilisateur, sur le taux de conversion de votre panier, sur les accès, les ratios d'accès par page, ça peut vous donner des indicateurs. Si d'un coup, vous vous rendez compte que vos utilisateurs, vous lui envoyez du 200, mais vous avez un taux de conversion qui est en train de chuter en flèche, il y a peut-être un stress, peut-être une question à se poser. L'utilisateur n'arrive plus à faire de commandes. Pourquoi? Autre point, c'est également tout ce qui est des bots. En fait, mettez ce que moi j'appelle le bot end-to-end. Donc, c'est comme quand vous faites des tests end-to-end avec Cypress ou autre, en fait, vous allez faire votre test là, qui consiste à reproduire le chemin du client dans votre application en passant du front jusqu'à la persistance. Et vous le faites directement en production, encore une fois. Comme ça, vous vous assurez que le chemin, le MVP, le chemin client, toutes les pages sur le chemin client sont accessibles et ont un temps de réponse qui est acceptable. Nous, quand on l'a mis en place sur notre équipe, c'était un peu au départ, ils n'étaient pas très convaincus. Puis en fait, on a mis un couple bot end-to-end et golden records en persistance. Donc en fait, notre petit bot venait se connecter au front. Il avait un compte LDAP à lui. Il venait se connecter au front, il venait faire toutes ses opérations et insérer un golden record directement dans l'application. Et derrière, on avait 2 tests qui tournaient pour dire si le bot avait bien fonctionné et si le golden record était bien enregistré. Rien que de faire ça, déjà, on n'a plus eu à avoir l'œil sur la production tout le temps, on n'a plus eu de stress, et surtout, on arrivait à détecter les erreurs. Donc, par exemple, je pense à une erreur de base de données non dispo ou une erreur de navigation, une route qui avait changé. En fait, avant même les remontées utilisateurs. Quand l'utilisateur venait voir le PO en disant il y a peut-être un souci là-dessus, généralement, du coup, maintenant, le PO lui répondait ouais, on sait, on va te livrer dans 10 minutes. Donc là, on regagne de la confiance avec l'utilisateur. Donc maintenant, on a choisi le SRE. Voilà, on sait à peu près dans quelle direction on va aller. Là où ça va être intéressant, c'est quand on va laisser la production se réparer d'elle-même. Première étape pour ça, ce que je peux conseiller, c'est mettre en place de l'alerting. Pour ceux qui sont ops, qui sont ici, qui connaissent déjà l'alerting, on met de l'alerte et puis on est alerté quand il y a un souci. En prod. Logique. Moi, ce que peux vous conseiller, c'est de ne pas attendre la prod. Mettez votre alerting en place, même directement dès votre phase de recette, voire même votre phase de dev. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez déjà commencer à écrémer des soucis d'infrastructure. Vous vous mettez une super infra, mais au milieu, vous n'avez pas pensé à une reg firewall, vous allez le voir directement en test. Tout ça, en fait, ça va vous permettre derrière d'engranger de la donnée. Si vous engrangez un maximum de données dès votre environnement de dev, et en fait, vous faites votre alerting sur du long terme. Faire un alerting sur 15 jours, ça ne sert absolument à rien. Faites votre alerting sur le plus long terme que vous puissiez. Derrière, une fois que vous avez ça, vous allez commencer à faire des statistiques sur les ratios d'apparition de tout ce qui est, par exemple, vos incidents. J'ai un incident de base de données, combien de fois il est apparu? Vos alertes, toutes les fois où vous dépassez votre budget d'erreur. Dans ces statistiques, ajoutez en plus toutes les SLI qui sont le plus utilisées, tous les indicateurs le plus utilisés. Ajoutez également toutes les causes des post-mortem que vous avez eues.
Et une fois que vous avez toutes ces stats, vous verrez que vous allez en fait avoir un joli petit arbre arbre de probabilité sur vos incidents, classés du plus fréquent au moins fréquent. Et là-dessus, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer petit. Vous prenez un incident dans cet arbre, le plus récurrent, parce que généralement, le plus récurrent, c'est celui qui est le plus impactant et qui est le plus facile à corriger. Vous prenez le plus récurrent, et là-dessus, vous prenez tous les post-mortem qui sont liés, chose qui est facile, puisque comme la doc, c'est du doc, vous avez mis des mots-clés, vous pouvez aller faire une recherche sur les mots-clés. Vous prenez tous les post-mortem liés, vous listez toutes les actions manuelles que vous avez dû entreprendre dans ces post-mortem pour résoudre cet incident. Et comme on a dit que les actions manuelles, c'était désormais le démon, vous scriptez tout ça. Vous scriptez toutes les actions. Vous allez avoir un joli petit script, en fait, qui va typiquement reprendre tous vos précédents post-mortem, avec des conditions en fonction de si la route cause est un peu différente. Et une fois que vous avez ce script, vous allez attendre de vous reprendre l'erreur. Vous attendez, vous reprenez l'erreur, donc vous vous mettez des seuils d'alerting à fond sur cet incident-là, et vous attendez vous reprendre l'incident. Et là-dessus, plutôt que de faire vos actions manuelles, vous balancez votre script et vous regardez directement en production. Oui, c'est complètement du test en prod, mais il n'y a rien de mieux en SRE. Vous regardez directement en production si ça réagit. Si vous arrivez à couvrir tous vos cas, prochaine étape, vous allez directement attacher vos scripts à votre alerting. Vos alertings, vous allez baisser les seuils de sorte à ce qu'ils claquent beaucoup plus tôt, à ce qu'ils vous alertent beaucoup plus tôt. Et vous allez attacher vos scripts dessus. Vous allez mettre 2 seuils à votre alerting. Premier seuil, il doit déclencher le script. Deuxième seuil, bon, ok, là ça va pas, en fait, il vous envoie un mail aussi, il faut peut-être faire quelque chose. Et au moins, comme ça, vous chaînez l'alerting à votre script. Vous n'avez plus besoin de vous occuper de cet incident. Dans 90% des cas, il est géré automatiquement par votre script. Prenez conscience d'une chose, cependant, c'est que c'est pas magique avec le budget d'erreur. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à partir du moment où le script commence à tourner, on arrête de compter le budget d'erreur. Non. Si votre script met 10 minutes à tourner, ces 10 minutes comptent dans le budget d'erreur. Donc, il faut bien aussi penser à ça quand vous écrivez vos scripts. Ils doivent être suffisamment rapides pour apporter une correction qui ne va pas vous flamber votre budget d'erreur. Évidemment, encore une fois, votre script, c'est du code. Donc, comme tout morceau de code, on le teste, on veut de la qualité, on le teste. Donc, c'est ce que je disais avec les tests en prod direct, mais on peut aussi ajouter des petits tests de nos règles dessus si on veut s'amuser. Et ça se monitore. Ça se monitore et ça s'alerte. Vous pouvez ajouter du monitoring sur vos scripts de rattrapage. Si jamais votre script il s'est lancé 45 fois dans le mois, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une opération de plus longue haleine à faire. Pareil, ajoutez-vous de l'alerting sur vos scripts. Si vos scripts ne sont pas capables de démarrer tout seuls, alertez-vous et mettez-vous vous avez peut-être des équipes à mettre sur le pont pour gérer ça. Donc, c'est du code, ça doit être traité en tant que tel, vos scripts de rattrapage. Donc là, maintenant, vous avez une partie de l'application qui est couverte par de l'automatisation. Vous avez toujours une partie couverte par un facteur humain. Comme on a vu, le facteur humain, ça peut être un facteur d'erreur. Il y a une méthode très très simple en fait pour réduire ce facteur d'erreur, c'est l'entraînement. Au bout d'un moment, à force d'entraîner les équipes, ça va devenir des réflexes. Et l'un des meilleurs entraînements que je connaisse, c'est ce qu'on appelle les opérations DIRT pour Disaster Recovery Test. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mettre d'accord avec le responsable de votre produit. Je dis bien le responsable, pas un membre de l'équipe, vraiment le haut gradé. Vous allez vous mettre d'accord avec lui et vous allez définir un jour. Et ce jour-là, en fait, vous serez que 2 à être au courant et vous allez cracher une prod, un élément de la prod. Vous le faites tomber volontairement, sans prévenir l'équipe qui est liée. Le but, ça va être de monitorer le temps de réponse et les actions prises par l'équipe pour le fixer. Bien sûr, quand vous faites ça, vous prenez vos précautions. Vous vous préparez un rollback si jamais l'équipe prend trop de temps, voire même vous veillez à bien gérer votre calendrier. On va arriver sur le Black Friday, vous amusez pas à faire des DIRT maintenant, par exemple. J'ai connu, alors pour le coup des DIRT, on n'en a pas fait beaucoup dans mon application actuelle. En revanche, dans mon précédente expérience, ça a été très drôle parce qu'un jour, il y a les ops qui ont fait un DIRT sans prévenir personne. C'est passé, mais comme
comme une lettre à la poste. Ils ont sur un environnement de pré-prod pour voir si les gens allaient le voir. Ils ont fini par l'annoncer quand même 1 heure plus tard, hein, qu'ils avaient fait tomber la base parce que personne ne l'avait vu. Donc là-dessus, déjà, je trouve que ça met en exergue pas mal de choses. Sur le process, sur l'alerting, sur le monitoring et sur l'importance de chaque environnement. Voilà. Donc, nous, par contre, ce qu'on a mis en place, c'est pas des opérations DIRT sur mon application actuelle, mais c'est des opérations de réparation automatisée de la prod. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'un de nos bottlenecks les plus courants, c'était, comme je disais, la base de données, qui de temps en temps tombait, en fait. Donc, là-dessus, on aurait pu passer tout le temps à analyser le pourquoi, voir les logs, à essayer de tester tout ça, sauf que tout ça, c'est de l'erreur budget qui est décomptée. Donc, ce qu'on a fait à la place, dans un premier temps, pour contourner le problème, c'est qu'on a créé une base de données backup qui est un réplica de la première. On a dédoublonné tous les messages qu'on recevait de l'application pour l'envoyer sur le backup également, pour persister les mêmes données. C'est juste que les temps de réponse de cette persistance-là, on s'en fichait un peu, puisque elle n'était pas accessible. Et dès qu'on avait un souci, en fait, notre script, dès que notre alerting levait que la base de données était tombée, notre script branchait automatiquement l'application sur la deuxième base de données, repopait une nouvelle instance, et derrière pouvait faire tomber la base qui était HS, remonter une instance de nouvelle base, et pouvoir reswitcher dessus si jamais il fallait. En faisant ça, déjà, notre taux de bug a été quasiment divisé par 3 en quelques sprints. J'ai également, si vous le souhaitez, on pourra en parler plus tard, mais j'ai également un autre cas où on a fait ça sur les moyens d'authentification, puisqu'on dépendait d'un cache extérieur qui, en fait, switchait sur un autre moyen si jamais il détectait que le cache n'était plus dispo. Voilà, donc finalement, pourquoi avoir choisi la SRE? Qu'est-ce que ça nous apporte? La SRE, ça va nous apporter la fiabilité dans notre application. Ça va nous apporter également de la résilience à la panne. Et donc, ça veut dire que demain, votre application, elle tombe, vous ne perdez pas de données et c'est stateless, en fait. Ça va vous apporter de la confiance envers votre produit et vos process. Donc, déjà de la confiance en interne au sein de vos équipes. Ça va également apporter un autre truc qui est beaucoup plus sympathique, qui est de la confiance dans vos utilisateurs. Puisque les utilisateurs vont trouver votre application de plus en plus stable, de plus en plus fiable. Donc forcément, ils vont avoir plus confiance en votre application. Et un utilisateur content, c'est un utilisateur qui en parle, qui fait votre promotion, et donc du coup, c'est du business en plus. Donc finalement, en fait, c'est qu'une situation win-win, hein, faut le voir comme ça. Certes, sur le court terme, c'est plus impactant sur vos process, mais sur le long terme, je peux vous garantir que c'est que du bonheur. Pour rappel, cependant, au niveau de la SRE, c'est une mentalité. C'est pas un outil. Ça va pas être automagique hein, comme chose. Il faut vraiment vous l'approprier. Vous devez la réussir à l'infuser au sein de votre équipe. Mais c'est aussi à adapter à vos besoins. J'ai vu quelques commentaires sur tout ce qui est Scrum. Trop souvent, on parle du Scrum Book, de l'Agile Book. Là, il n'y a pas de livre. Si vous avez besoin de certains éléments, vous les prenez. Si vous n'avez pas besoin des autres, vous les squeezez. La Silver Bullet, vous pouvez ne pas avoir besoin, vous pouvez le squeezer. Nous, on n'a pas eu besoin des SLA, on l'a viré. Et aussi, point très important, vous n'êtes pas, dans 90% des cas, Facebook. Vous n'avez pas besoin d'avoir une dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'allez pas vous faire trash talk sur Le Monde, Le Figaro et tout ce que vous voulez parce que vous êtes down pendant 5 minutes. Donc, vous n'avez pas à vous mettre un stress monstrueux. Commencez pas à vous mettre des infrastructures de malade pour servir juste une application écrite en HTML simple qui est avec juste des pages statiques. Adaptez la SRE à vos besoins. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vais passer aux questions. Je vois qu'il y en a certaines. Donc, on va regarder ça. Alors, première question de Baptiste. Du coup, quelle différence entre une démarche SRE et une démarche DevOps? C'est une très bonne question parce qu'il n'y en a pas. En réalité, la SRE, pour moi, c'est un superset du DevOps. Pour ceux qui connaissent vraiment la démarche DevOps, vous aurez reconnu, j'aurais fait qu'enfoncer des portes ouvertes quasiment aujourd'hui. Et en fait, c'est le principe.
c'est que la SRE, c'est pas là pour venir se mettre contre le DevOps, c'est là, en fait, juste pour aider le DevOps. Autre question de Mathieu, combien de temps vous a-t-il fallu pour faire cette montée en compétence du SRE dans l'équipe? Et quelle complexité il y a eu à l'intégration d'un nouvel arrivant? Alors, la montée en compétence dans l'équipe a été assez complexe, notamment parce que, comme je le disais, ce n'est pas forcément la même mentalité qu'on ce qu'on avait avant. Là-dessus, ce que je conseille, c'est d'y aller petite étape par petite étape. Commencez par instiller des concepts de SRE. Premier concept à instiller, vous cherchez pas de coupable. Ensuite, vous commencez à instiller le concept de post-mortem. Que ce soit des petits post-mortem, au départ, vous commencez à avoir des petits post-mortem par mail. Puis après, vous les augmentez, vous les mettez dans un repo, et ainsi de suite. Et après, pour la complexité de l'intégration d'un nouvel arrivant, ben en fait, puisque tout devient du code, peanuts. La complexité d'un nouvel arrivant, vous mettez que de la doc. Toute votre doc, elle est versionnée de toute manière. Donc, si un nouvel arrivant ne comprend pas quelque chose, il peut vous ouvrir une issue et vous pouvez mettre à jour votre code. C'est exactement comme ça, en fait, que ça marche. Est-ce que la démarche SRE est adaptée à tout type de projet, suivant si c'est déjà en run, la taille de l'équipe actuelle, la charge d'utilisateur journalière? Alors, de mon expérience, pour moi, la SRE, c'est adaptable partout. Comme je dis, juste, et ça, tu le dis toi-même dans ta question, c'est adaptable. C'est pas un set de règles à faire rentrer absolument un rond dans un carré. Si pour un projet, mettons, donc si c'est déjà en run, bah, vous n'allez pas vous amuser à tout réécrire pour pallier à la SRE. Vous allez pouvoir commencer, encore une fois, à mettre des petits points, commencer à rajouter un peu d'alerting, un peu de monitoring par-ci par-là. Réfléchir, vous dire bah, prochaine fois que j'ai un service qui tombe, comment je peux le faire en sorte à ce que la prochaine fois il tombe mais qu'on ne perde pas de données. Voilà. Sylvain Boulat, oui. Un incident automatisé, c'est pas un fixe sur l'app. Alors, ça peut être un fixe sur l'app si tu arrives à réfléchir comme ça. Dans un premier temps, moi je conseille plus d'abord le contournement sur l'app. Parce que faire un fixe directement dans l'application en automatique, voilà, il faut penser à tous les cas, il faut avoir des reins déjà suffisamment solides pour le faire. À titre d'exemple, par exemple, Google, ils ont un service qui s'appelle Spanner. Spanner, ça offre un taux de dispo au plus faible à 99,999. On est dans l'ordre d'une dizaine de secondes par mois d'un dispo. Donc on pense bien que les mecs, ils vont pas faire les correctifs à la main à chaque fois. Autre point, un peu plus français, Clever Cloud, par exemple, au niveau SRE, ils ont carrément des algos de machine learning pour détecter les problèmes avant qu'ils n'arrivent et les corriger. Donc en fait, ils font des patchs avant même que le problème n'arrive. Là voilà, on est déjà sur de la SRE++. Comment changer et faire adopter des pratiques SRE sur un projet legacy ou un client pas encore convaincu? Alors, pour un client, dans le cas d'un client, il n'y a rien qui lui parlera plus que les chiffres. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est soit la manière, on va dire, douce, qui est de dire, ben, je vous propose un POC et on voit le retour sur investissement de ce POC. Et s'il n'est pas chaud pour le POC, c'est, tu prends un mois complet, tu prends tous les incidents et tu comptes le nombre de personnes qui ont travaillé dessus et combien ça a coûté. Et tu fais littéralement, tu poses le chiffre de combien les incidents ont coûté. Et en parallèle, tu montres le chiffre de combien ça aurait coûté de mettre en place de la SRE juste pour cet incident-là. 99% du temps, tu gagnes. S'il n'y a pas de livre sur la SRE comme Scrum Guide, où trouver les bases de tout ce qu'il faut étudier, améliorer, etc. Alors, il y a des livres sur la SRE. Ce sont des livres blancs. Google en a édité plusieurs. Je sais que Samsung en a édité. Mais encore une fois, ce sont des livres blancs. C'est pas une leçon à apprendre par cœur. Ça va vous donner des bases. Moi, par exemple, même pour faire ce talk, je me suis basé sur le livre blanc de Google. Complètement droppé. Je les ai pas mises en place parce que je suis pas forcément d'accord avec. C'est à choisir, vraiment. Dans vos problématiques, ce n'est pas une question d'une démarche DevOps, dans le sens où vous devez, sysadmin et dev, communiquer pour avoir un process de déploiement. Mais la communication, pour moi, c'est aussi une partie du SRE, c'est même une grosse partie du SRE, puisqu'en fait, vous allez devoir communiquer avec vos utilisateurs et avec en interne. Ce que je suis moyen chaud, c'est qu'en fait,
DevOps, c'est vraiment, même dans le nom, hein, les devs, les ops. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui manque hein, dans le mélange, c'est ton utilisateur final. Il ne faut pas oublier que celui qui apporte ta valeur, finalement, la première feature de ton application, c'est pas d'afficher un écran ou autre. La première feature de ton application, c'est qu'un utilisateur aille sur l'application. Donc, le SRE, en fait, remet juste au centre les besoins de l'utilisateur. Contrairement à tout ce qui peut être DevOps ou un peu tout ce qu'on peut attendre de Hype-Driven Development. Demain, tu me dis que tu me laisses le choix entre un Kubernetes monté avec un Knative, avec plein de trucs comme ça, et juste un Excel qui fait le taf en 3 jours. Ben, si le client il est content avec un Excel en 3 jours, je lui mets un Excel en 3 jours d'abord, et après, je bascule sur un truc un peu plus robuste. Mais le tout, c'est de pas rester sur des solutions de quick win pour finalement faire que du quick win qui t'avance plus. Est-ce que c'est le rôle du dev de faire du code infra avec Ansible et non les sysadmins qui maîtrisent leur infra? Pour moi, c'est le rôle de tout le monde. Pour moi, c'est le rôle de tout le monde tout le monde est censé maîtriser son infra en fait, maîtriser l'infra. Encore une fois, faut bien voir que tu travailles pour un produit. Ton produit, tu dois le connaître. Donc, ça veut dire que ton dev doit avoir un peu de compétences PO, il doit avoir également un peu de compétences Ops. Et ton Ops doit avoir un peu de compétences PO et de compétences dev. Et faut-il gérer et comment la dette technique des scripts et de leur amélioration? Ben, encore une fois, c'est de la feature. Pour moi, ces scripts de rattrapage, c'est de la feature que tu apportes à ton application, à ton produit. Donc, tu peux les gérer comme toute autre feature de ton produit. La dette technique, pareil, tu la gères comme tout autre bug de ton produit. Donc, tu priorises en fonction de l'impact utilisateur et l'impact sur l'équipe et la vélocité de l'équipe. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remets juste le lien voilà, du petit feedback. N'hésitez pas à le faire, ça aide vraiment énormément. Et je vous dis un grand merci d'avoir assisté à cette page. Merci beaucoup Sylvain, ouais, c'était top. Je remets encore le lien du feedback. Et pour ceux qui restent là, on se retrouve à 15h45. Alexis Moussine-Pouchkine viendra nous parler de la prod du serverless dans Google. Merci beaucoup Sylvain, c'était super. À bientôt. Merci. À bientôt.